Ces militantes genevoises ont organisé la plus grande conférence internationale de lesbiennes de l'histoire. En 1986, elles ont réuni plus de 700 lesbiennes des 4 coins du monde pendant une rencontre explosive. C'était la première fois qu'autant d'homosexuels de différents continents se rencontraient et ça s'est pas passé comme prévu. Ces activistes, elles faisaient partie de l'International Lesbian Information Service, l'ILIS. J'ai raconté les débuts de cette incroyable organisation dans les 2 premiers épisodes de cette série. Lesbians of all colors and of all continents stood up clearly and stated their situation. C'était une des plus internationales fêtes de femmes que j'ai jamais vues de ma vie. Avant que je t'explique comment ce petit groupe de Genevoises a réussi l'exploit de rassembler autant de lesbiennes, faut que je te dise que j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour illustrer mon enquête. Ça m'a permis de générer des images auxquelles on n'a plus accès et qui n'existent pas, et ça m'a aussi aidé à anonymiser les militantes dont je vais parler. En tant que journaliste, je dois respecter des règles de déontologie. C'est par exemple mon devoir de préserver la vie privée et le droit à l'image des lesbiennes de cette histoire, donc je peux pas montrer leur visage. Si dans certains cas je mentionne leur nom, c'est qu'il s'agit de figures publiques ou qu'elles ont elles-mêmes dévoilé leur identité au grand jour. J'ai parfois modifié des archives avec l'IA ou alors je me suis basé sur des images d'époque pour en générer d'autres qui soient le plus fidèles possible à la réalité. Mon devoir en tant que journaliste, c'est aussi d'être transparent, donc l'utilisation de l'IA générative sera à chaque fois indiquée. Bon alors, en 1985, un petit collectif genevois de lesbiennes politiques, c'est comme ça qu'elles se définissent, reprend le secrétariat de l'ILIS, la seule organisation internationale de lesbiennes de l'histoire. En acceptant cette responsabilité, les militantes de Genève, elles s'engagent à gérer les affaires courantes, comme la diffusion d'un bulletin d'actualité lesbienne, mais leur grosse mission, c'est surtout d'organiser une des conférences annuelles de l'ILIS. Elles savent que ce sera l'une des plus grandes rencontres lesbiennes de cette fin de siècle. Mais elles sont loin de s'imaginer que ce sera la plus grande tout court, mais aussi la plus turbulente. Mais alors, c'est qui ces lesbiennes genevoises? Elles ont créé le collectif Vanille Fraise 6 ans plus tôt, en 1979. De base, elles militaient avec les féministes, mais elles en ont eu marre de la lesbophobie des activistes hétérosexuels et elles ont créé leur propre groupe. À l'époque, beaucoup de groupes lesbiens sont nés comme ça et ces tendances avaient un nom, le séparatisme lesbien. Sinon, pourquoi est-ce qu'elles ont choisi de s'appeler Vanille Fraise? D'abord par ironie, parce qu'elles se disaient corrosives et toxiques plutôt que douces et sucrées, mais aussi parce que certaines voyaient dans ce nom des allusions érotiques en référence à la manière de manger une glace par exemple. Les membres de Vanille Fraise sont pas beaucoup, leur noyau dur tourne autour de 6 personnes. On y retrouve 2 bibliothécaires, surnommés Pirouette et Girouette, une assistante sociale, une psychologue, une médecin généraliste et une infirmière qui s'appelle Rina. Aujourd'hui, Rina est toujours bien active et j'ai d'ailleurs pu l'interviewer hors caméra pour qu'elle me raconte son histoire. Pour revenir en 1985, Rina et ses camarades deviennent les secrétaires du réseau de l'ILIS et elles peuvent lui donner un nouveau départ. Ça tombe bien parce que Rina, elle trouve l'ILIS pas assez radical et trop centré sur l'Europe et l'Amérique du Nord. En gros, pas assez international. La preuve, le dernier congrès du réseau a seulement réuni 50 lesbiennes à Cologne, dont une très grande majorité était blanche. Les militantes de Vanille Fraise décident donc d'aborder la question frontalement et de faire de la diversité un des thèmes principaux de la rencontre. Dans le flyer d'invitation, elles annoncent la couleur « Consolider ce qui nous unit et discuter de ce qui nous divise, racisme, classisme, agisme et autres ismes discriminants seront les fils conducteurs de notre rencontre. » Rina et les autres militantes genevoises bossent d'arrache-pied pendant 1 an pour concrétiser leur rêve d'une conférence vraiment internationale. Et c'est pas une mince affaire dans le contexte hostile aux lesbiennes de l'époque. D'abord, beaucoup de lesbiennes locales veulent pas les aider par peur d'être trop exposées, notamment dans les médias. Ça pourrait les outer, soit révéler leur orientation sexuelle au grand jour. Ensuite, les genevoises de Vanille Fraise galèrent financièrement. Elles multiplient les demandes de financement, mais enchaînent les refus, comme celui-ci de la loterie romande ou celui-là de la Micro. Personne ne veut leur louer de salle pour organiser la disco du samedi soir, et même si l'université leur prête des locaux, elle l'assume pas vraiment. Sur la fiche du congrès, on peut lire que l'université est étrangère à l'organisation de cette manifestation. Là où elles ont un peu plus de chance, c'est avec le maire de Genève, Roger Daflon. Il est communiste et il accepte de leur prêter gratuitement des abris de la protection civile pour héberger les participantes. Rappelle-toi de ces bunkers, parce qu'on verra dans le prochain épisode qu'ils vont créer une grosse polémique qui va éclater dans la violence à la fin de la conférence. En plus d'offrir un hébergement gratuit, les organisatrices font tout pour que le congrès soit accessible. Pas de frais d'admission, des traductions en anglais, français et espagnol de toute la documentation, des interprètes sur place et des repas pas chers. Elles savent que ça suffira pas pour faire venir des lesbiennes précaires de l'étranger et elles décident donc d'en inviter certaines, tout frais payés. Elles peuvent se le permettre grâce à une subvention du ministère des Affaires étrangères néerlandais, mais surtout grâce à des legs de 2 lesbiennes proches de l'ILIS. C'est Rina qui s'occupe d'organiser tous ces voyages. Imagine, elle doit se débrouiller sans internet à l'époque pour acheter des billets d'avion depuis Genève au nom de lesbiennes qu'elle a jamais vues et avec qui la communication est pas toujours facile.
Le cas d'une activiste qui vit au Chili, en pleine dictature, est par exemple particulièrement compliqué pour des histoires de visa, mais finalement Vanille Fraise est fière d'annoncer que les efforts de Rina ont payé. Nous attendons 24 invités spéciales, dont 18 à nos frais. 7 latino-américaines, 7 noires, 7 asiatiques, 2 handicapés et 1 yougoslave. Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreuses. Doux baisers, des goûts helvétiques. Quand le vendredi de Pâques 1986 arrive enfin, la conférence commence avec une grosse surprise pour les Genevoises. Plus de 700 lesbiennes débarquent dans leur ville alors qu'elles en attendaient seulement 400 à 500. 2 cars pleins à craquer déversent une cargaison de 130 basques qui font forte impression et qui transforment le parc des Bastions en camping. Certaines lesbiennes ont des problèmes à la frontière alors qu'une participante aveugle se fait escorter par des douaniers jusqu'à Unis-du-Four où se tient la conférence. Le bâtiment, qui s'appelle Uni 2 à l'époque, se remplit de lesbiennes d'une trentaine de pays, un record pour l'époque. Même si le congrès atteint une diversité historique, faut quand même noter l'absence de lesbiennes du bloc de l'Est, de Chine et du monde arabe. Et si une trentaine de participantes sont afro-descendantes, seulement 2 vivent en Afrique, dont une kenyane et une sud-africaine blanche. On reparlera d'elles plus tard. Les autres grands absents de la conférence, ce sont les hommes, mais c'est volontaire. Vanille Fraise, qui se définit comme séparatiste, veut que la conférence se déroule en non-mixité, ce qui fait déjà jaser les médias à l'époque. Un vrai bunker dans lequel c'est un exploit d'entrer sans être une femme et lesbienne, un seul homme toléré, le concierge. Des journalistes du JT essayent quand même d'entrer, ce qui donne lieu à une scène plutôt cocasse. Voilà les images que j'ai retrouvées dans les archives de la RTS et qui sont rediffusées pour la première fois. Madame, mais c'est dedans, enfin c'est clair. On vous demande de sortir parce que les hommes ne sont pas reçus ouais, mais ici. dites-moi pourquoi, c'est le congrès. Non, on n'a rien expliqué, c'est un congrès de lesbiennes, c'est assez clair maintenant. Ah ouais, bah non, bah vous nous dites pourquoi vous êtes... Il y a des journalistes femmes, il y a des cinéastes femmes, il y a des techniciennes femmes. Alors si elles viennent, elles sont les bienvenues, mais les messieurs, ils sortent. Vous arrêtez de filmer. On vous dit pourquoi. Vous n'êtes pas des femmes, alors sortez d'ici, c'est clair. Bon, dehors. Allez, des femmes pour nous aider à vider ces messieurs. Allez. That's public here. No, don't tell him shut up. You shut up. This is our country. Cette expulsion fait tellement de bruit médiatique qu'elle est même rapportée dans un journal en Argentine qui parle de préjudice. Bref, malgré cette interruption, la première séance plénière peut commencer. Rina et ses camarades accueillent toutes les activistes dans le plus grand amphithéâtre de l'université. Coïncidence, c'est là que j'ai reçu mon diplôme de bachelor en relations internationales il y a quelques années. Et c'est justement dans le cadre de mon mémoire en histoire transnationale que j'ai étudié les listes pour la première fois. Bon, revenons en 1986. Rina et les autres organisatrices, bien visibles avec leurs brassards roses, elles déclarent l'ouverture de la conférence en formant un losange avec leurs mains, un des symboles du lesbianisme. L'ambiance est d'abord euphorique, mais elle se gâte pendant le tour de présentation qui se fait par pays. Quand vient le tour de l'Afrique du Sud, la seule représentante du pays, qui est blanche, prend la parole. Plusieurs participantes afro-descendantes protestent. Elles sont dégoûtées qu'une blanche parle au nom des lesbiennes sud-africaines noires qui subissent l'apartheid dans leur pays et n'ont pas pu venir à la conférence. Le sujet du racisme est alors lancé et les lesbiennes afro-descendantes font part des discriminations qu'elles ont vécues depuis leur arrivée à Genève. Certaines se plaignent d'être photographiées par d'autres congressistes qui les exotisent et oublient que la diffusion de ces photos pourrait les mettre en danger. La lesbienne invitée du Kenya raconte, elle, que la Genevoise à qui Vanille Fraise a demandé de l'héberger est raciste. Son hôte la fuit quand elle la voit et cache sa nourriture comme si elle allait la lui voler. I came here to fight racism and I cannot do that when it's practiced where I'm staying. La Kenyane ajoute que l'utilisation dans le programme du terme tiers-monde est problématique et elle aimerait qu'un espace soit dédié aux lesbiennes de ce qu'elle préfère appeler les Premières Nations. Sa demande est acceptée, mais certaines femmes blanches dans la salle ne cachent pas leur dédain. Le racisme n'est pas un problème majeur, on ne veut pas gaspiller notre énergie là-dessus. Après cette première journée forte en émotions, les 700 participantes sont libres de profiter de Genève, entre celles qui vont faire la fête et celles qui vont se reposer dans les abris PC. Le lendemain, samedi, le programme est bien chargé. La journée commence avec des ateliers à l'Uni, comme lesbiennes dans le monde du travail, lesbiennes en Amérique latine, construire et renforcer le mouvement international des lesbiennes, lesbiennes et handicap ou encore lesbiennes âgées. En marge des ateliers, les participantes se retrouvent autour de stands livres, dont celui des Afro-Américaines, qui devient un safe space pour les lesbiennes noires. Il y a aussi des projections diapositives et de vidéos, du théâtre lesbien et même du tai chi ou de l'aïkido. Mais le vrai clou de la journée du samedi, c'est une manifestation historique dans les rues de la ville. Et ma foi, je crois que Genève n'a jamais vu une telle manifestation en son sein. En début d'après-midi, entre 400 et 500 lesbiennes se mettent en route depuis Unis-du-Four direction le Jardin Anglais. Une bonne partie des militantes afro-descendantes sont absentes,
soit par boycott, soit par peur des répressions policières, mais les autres pays sont bien représentés. Le thème principal de la marche, c'est, je cite, « le droit d'asile pour les lesbiennes de tous les pays ». Déjà à l'époque, l'immigration est un sujet brûlant en politique suisse. Vanny Fraise en profite pour demander que l'orientation sexuelle soit un motif qui donne accès au statut de réfugié, comme c'est déjà le cas en Suède. Lillis envoie d'ailleurs une lettre avec la même demande au haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui dirige l'agence onusienne depuis son siège à Genève. Malgré ce thème phare, la diversité des participantes se retrouve aussi dans leurs slogans et revendications, qui donnent un cortège assez hétéroclite, sans mauvais jeu de mots. Heureusement qu'on avait un tract en français parce que la plupart des slogans étaient en espagnol. Il faut dire que devant, il y avait les Espagnols et tout y est passé. Reagan-Gorbatchev contre l'OTAN, tout leur programme politique de l'année, les luttes du Pays Basque et tout ça mélangé avec des chansons de lesbiennes. C'était quand même assez phénoménal. Et derrière, il y avait les latinos qui en mettaient à peu près autant. C'est là qu'on se rend compte que nous, bon, s'il y a des femmes encore plus latines que nous, c'est elles qui vont tenir le microphone tout le long, ça c'est sûr. Ce fameux flyer, les lesbiennes le distribuent seulement aux passantes, selon des journalistes sur place qui, encore une fois, le prennent assez mal d'être exclus. Ces dames refusant de donner leur tract aux reporters mâles, nous ne pouvons que vous signaler qu'ils ont escaladé le monument de la Comte-Bourgeoisie pour y apposer des affiches contre le racisme, le fascisme et pour le droit d'asile pour toutes les lesbiennes. Des lesbiennes qui manifestent contre le fascisme mais qui apparemment ne sont elles-mêmes pas très tolérantes. Sur le flyer, Vanny Fraise souligne que les participantes viennent de plein de pays, même du Lignon, et que, selon des moyennes internationales, Genève compterait 5% de lesbiennes, soit 15 000 personnes. Elles insistent là-dessus parce qu'à Genève, à l'époque, beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce que c'est une lesbienne. La toute première manif 100% lesbienne a eu lieu seulement 4 ans auparavant et elle avait réuni qu'une centaine de personnes. Grâce aux nombreuses lesbiennes de l'étranger, Vanny Fraise peut visibiliser l'existence des lesbiennes comme jamais auparavant, ce qui choque évidemment pas mal de gens dans la cité de Calvin, dont ce passant qui en perd ses mots. C'est une honte d'avoir les lesbiennes qui aient la possibilité de défiler dans la rue. Mais pourquoi ? Écoutez, parce qu'il y a bien, elles devraient quand même avoir, n'est-ce pas, l'honneur des impressions des gens un peu plus intelligents. n'est-ce pas, de ne pas se faire voir par tout le public. Quand les manifestantes arrivent au jardin anglais, elles se rassemblent autour du Monument National. Tu l'as peut-être déjà vu si t'es passé vers la fameuse horloge fleurie de Genève, parce qu'il est juste derrière. C'est une statue de 2 femmes qui représentent Genève et Helvetia, bras dessus bras dessous, pour commémorer l'entrée du canton dans la Confédération. Les lesbiennes, elles y voient une toute autre signification. Pour elles, c'est un couple de femmes qui s'enlacent amoureusement. Elles font porter leur banderole pour le droit d'asile à leurs 2 nouvelles icônes, et elle rebaptise la statue qui devient, je cite, le monument à la gloire du lesbianisme international. C'est la goutte de trop pour les policiers qui escortaient jusque-là le cortège. Ça les enrage qu'on touche à ce symbole patriotique. Ça, c'est nos ancêtres qui l'ont gagné. Il vous appartient pas. Ça, ce sont nos ancêtres qui l'ont fait. Ils ont défendu la Suisse. Les agents finissent par arracher les banderoles du monument sous les rires et les sifflets des manifestantes. Les organisatrices, dont Rina, recevront une amende mais feront opposition devant la justice. Je te raconterai leur procès dans le prochain épisode. En attendant, les militantes repartent en direction de l'Uni dans une ambiance festive. C'est là-bas que se déroule la dernière activité de la journée, un grand bal de lesbiennes. C'était une des plus internationales fêtes de femmes que j'ai jamais vues de ma vie. Les 700 congressistes profitent à fond sur de la musique disco, mais une grosse gueule de bois les attend le lendemain. La tension entre les lesbiennes va monter et exploser dans la douleur, à tel point que Lillis en sortira fragilisée. Je t'expliquerai pourquoi dans le prochain épisode. Hey, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai bossé dessus pendant des mois de manière bénévole. La meilleure manière de me soutenir, c'est en la partageant autour de toi ou en laissant un commentaire. Si tu veux connaître mes sources, tu peux aller checker mon mémoire de bachelor en histoire internationale que j'ai consacré à Lillis en 2022 à l'Uni de Genève. Et si mon utilisation de l'IA te pose des questions éthiques ou déontologiques, tu trouveras sûrement des réponses dans mon mémoire de master en journalisme que j'ai terminé à l'Uni de Neuchâtel l'été passé. Ces 2 travaux sont dispos sur ResearchGate. À la prochaine.